On va parler de big data, on va parler de données de masse, on va parler des nouvelles révolutions et relations clients, ce qui n'empêche pas la proximité. Donc toutes celles et ceux qui sont en deuxième partie de salle, rejoignez-nous, bienvenue. Alors en général, il faut qu'il y en ait un qui monte le mouvement. Non, je parle à des communicants quand même. Voilà, venez, on se comprendra mieux. Super, je vous en prie. Voilà, rapprochez-vous. Voilà, il faudrait condamner les 8 derniers rangs. Voilà, je vous en prie, madame. Très bien. Voilà, ça va mieux. Bah ouais, on s'entendra mieux, parce qu'on est aussi là pour échanger avec nos invités. Ça, c'est le petit jingle. Voilà. Bien. Alors, on a la chance et l'honneur, messieurs, je n'ai que des messieurs, de conclure cette journée, je crois, qui a été riche, quantitativement, qualitativement également, dans les ateliers, la plénière d'ouverture, les différents stands des nombreux métiers de la communication. Et nous voilà réunis ce soir jusqu'à 19h pour parler des marques face aux révolutions clients. Alors, aux révolutions clients, donc il y en a plusieurs. Et on va essayer de décrypter tout ça. Et en sous-titre de cette rencontre, les enjeux du big data. On va aussi parler de l'ère du conversationnel, et notamment avec l'un d'entre vous. Alors moi, je suis journaliste et par ailleurs dirigeant d'entreprise de communication, donc ça me concerne un peu, il faut que je m'y intéresse, et puis en même temps, je suis curieux d'observer ce qui se passe dans ce domaine, et j'ai compris, comme vous, qu'au départ, c'est marrant que ça démarre par là, mais ça démarre souvent comme ça d'ailleurs, le big data, c'est d'abord une révolution technologique, un phénomène informatique, pour faire simple, qui démultiplie les données, mais dans des proportions incroyables, et qui impose bien évidemment tout de suite, pour celles et ceux qui sont aux commandes de l'informatique dans les organisations, de nouvelles pratiques. Et ces nouveaux ordres de grandeur, on va les qualifier au cours de notre rencontre, revisitent complètement le traitement des données. Mais en fait, les révolutions, puisqu'il y a des révolutions annoncées, elles sont ailleurs que dans cet univers de l'informatique et de la technologie. Comme dirait l'autre, l'intendance suivra. Les révolutions, elles sont dans les métiers de la communication, et l'arrivée des big data revisite donc en profondeur le langage des marques avec leur public, revisite en profondeur également la relation client, et de fait, revisite en profondeur vos organisations, si vous êtes annonceur ou agence qui accompagnez des enseignes, avec des données déjà clairement identifiées, une communication plus contextualisée, une communication plus personnalisée, et le champ des possibles est énorme. Alors, nos trois invités, on a la chance d'accueillir Laurent Petit, et rien que son titre, je l'adore, responsable du dialogue client chez Decathlon. C'est lui qui s'est mis au centre. Et on va démarrer avec lui. Moi, j'ai envie de démarrer avec une petite histoire, une histoire vraie, celle de sa marque. Alors, il ne va pas nous faire toute l'histoire de la marque, mais juste nous dire, aujourd'hui, moi, le big data, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et comment ça commence déjà à revisiter ma relation client, le langage de ma marque auprès de mes différents publics. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et puis, après avoir échangé avec Laurent, nous entendrons nos deux experts, Yann Klessen et Thierry Libard, que je vous présenterai au fur et à mesure. On est vraiment très content de vous avoir. Vous travaillez sur ces sujets depuis très longtemps, vous les pratiquez également, et votre regard est intéressant, bien évidemment, pour nourrir nos réflexions. Et puis, bien évidemment, on discutera aussi avec vous, d'où la demande pressante que vous rapprochiez de la scène, et nous nous quitterons à 19h.
dans cette salle, parce que je crois que les festivités continueront par ailleurs. Alors, Laurent Petit, Decathlon, dans le top 5 des marques préférées des Français. Je crois que vous avez encore gagné des positions. Vous êtes en 4e position, c'est ça? Oui, cette année, c'est la meilleure performance depuis 7 ans. Bon, pour vous. Oui. Ou dans le classement, pour vous. Oui. Donc, intéressant quand même de voir ce que ces révolutions veulent dire pour votre marque. Alors, big data, explosion des données, nouveau traitement de ces données. Quelles sont les conséquences immédiates pour une marque comme la vôtre, tant en interne que dans la relation au client et dans la relation au public en général? Qu'est-ce qui change? Alors, je dirais qu'au départ, bonsoir à tous d'abord. Je suis ravi d'être parmi vous. Le premier impact, on va dire qu'il a été interne, puisqu'on parle beaucoup de conduite du changement dans toutes les entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous le savez sans doute encore mieux que moi, parce que je n'ai pas la chance d'être originaire de cette belle région, mais Decathlon, au départ, c'est un commerçant, c'est un retailer, comme on dit. Et aujourd'hui, on vit une vraie transformation, puisqu'on doit à la fois digitaliser et, si j'ose employer un terme un peu nouveau, dataiser notre mode de fonctionnement. On a énormément de clients, on essaie de les connaître de mieux en mieux, avant même de les connaître de plus en plus. Moi, je parle de data. On est plutôt aujourd'hui, nous, encore à l'ère de la smart data, avant de passer au big data. C'est-à-dire, on essaie de, souvent on dit faire moins mais mieux, mais déjà de bien comprendre qui sont nos clients, bien utiliser les Votre données. Votre smart est déjà grand, hein? Oui, il est grand, mais ça, le big m'effraie encore un peu, puisque déjà on essaie de bien identifier les données que nous possédons dès à présent, avant d'aller en chercher des supplémentaires. Et surtout, il y a une chose qui est très importante. Vous savez que l'entreprise a toujours et sera toujours tournée vers le client. Aujourd'hui, l'évolution de la communication des marques est aussi liée à un changement de comportement. C'est-à-dire que votre client, il choisit ou pas d'avoir une expérience avec votre marque. Il choisit ou pas d'entrer en conversation avec votre marque. Autrement dit, si vous ne le connaissez pas bien, toute cette communication, alors qu'on appelait descendante, voire incantatoire des années 80-90, elle trouve porte close si vous ne donnez pas la bonne information au bon moment, au bon client. Donc c'est aujourd'hui, chez nous en tout cas, comment on arrive à communiquer de mieux en mieux, en ciblant de mieux en mieux, et non pas en communiquer de plus en plus auprès des bons clients au bon moment. Quels sont les outils à votre disposition? Est-ce que vous pouvez qualifier vos smart data? C'est quoi concrètement? Aujourd'hui, on a une base client par pays, donc on est présent dans 21 pays. On a plusieurs millions de clients identifiés au travers de leurs données socio-démographiques, catégories socio-professionnelles, mais aussi et surtout les sports qu'ils pratiquent ou qu'ils aimeraient pratiquer. C'est ce qu'on appelle aussi chez nous les sports déduits. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser, si je vous donne un exemple très précis, quand une personne a fait son premier achat, et puis en analysant son parcours client et sa suite d'achats, de savoir si elle progresse dans sa pratique. Je prends l'exemple d'un coureur à pied. Il va débuter avec des chaussures pour courir un 10 km. Il va en consommer une paire, 2 paires. Le jour où on s'aperçoit qu'il passe à des chaussures pour un semi-marathon, voire un marathon, cumulé avec de la donnée autour du textile qu'il va acheter, pourquoi pas des compléments alimentaires ou de la nutrition, de l'hydratation. Là, on commence à voir une évolution dans sa pratique sportive. Donc comment nous, derrière, on arrive à lui parler au bon moment avec les bons contenus. Donc ça veut dire que depuis des années qu'on parle du parcours client, ça y est, on y est là. Vous pouvez amener votre client à un véritable parcours, un univers, une histoire, le suivre, le devancer, être en relation de proximité en permanence avec lui. Modestement, on commence, on s'améliore. Enfin, c'est ça la mais cible. Voilà, la cible, c'est justement de l'hyper-ciblage. Alors c'est tout le paradoxe, on parle de big data, mais en fait, ça va nous permettre idéalement de dialoguer en one-to-one et de parler, de pouvoir pousser à un client le contenu qu'il souhaite au bon moment sur le bon canal. Alors, one-to-one, est-ce que ça veut dire on met définitivement au placard la com de masse ou il y a une interaction et une complémentarité? Alors,
sûrement pas la mettre au placard. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, là, on parle d'une entreprise que vous connaissez à travers le prisme franco-français, mais dans certains pays, on a besoin de faire connaître qui est Decathlon, et c'est une vraie nouveauté dans certains pays d'avoir, comme on le dit, 70 sports sous un même toit. Donc là, on reste dépendant, entre guillemets, d'une stratégie mass média. Mais c'est vrai que de plus en plus, on va vers du média très ciblé, des médias propriétaires et pas seulement du média acheté, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête totalement le média de masse, non. D'accord. Bon, ça, c'est les révolutions qui commencent à s'organiser chez vous. Quand on se projette un peu plus loin, on peut peut-être remettre le mur de mots là, que vous nous avez amené. Comment vous voyez les choses alors, en termes d'organisation, en termes de relations clients, en termes de relations avec les publics? Alors aujourd'hui, il y a une première chose qu'il faut bien intégrer, et pourtant je viens du marketing et de la communication, mais je pense que le mode conversationnel dans lequel on est doit concerner toute l'entreprise, comme la data d'ailleurs. Ça n'est pas que l'affaire des hommes et femmes de communication. J'ai pris l'exemple là du vendeur ambassadeur, qui n'est pas qu'une expression chez nous. On a tout un programme actuellement où on enrichit le métier de vendeur pour qu'il devienne ce que moi j'ai appelé notre premier contact omnicanal avec le client. Aujourd'hui au Portugal, on teste une solution. Nos vendeurs sont détachés plusieurs heures par semaine pour répondre sur Internet aux avis que les clients déposent sur leur expérience produit. Et ce sont bien les vendeurs de magasins. Ce n'est pas un service client dans un bureau vitré qui passe son temps à faire ça. Donc on essaie de casser tous ces silos pour que chaque employé, je ne sais pas, certains d'entre vous ont sûrement lu un livre très connu qui est Employees First, Customer Second. Chaque employé aujourd'hui est l'ambassadeur de l'entreprise. Donc doit être concerné par ce mode conversationnel. Moi, mon rêve demain, c'est que nos directeurs financiers me demandent d'être formés pour répondre aux avis clients. Ils verront pourquoi je leur réclame un peu d'argent et pourquoi je n'arrive pas toujours à mesurer ce que ça rapporte, mais on sait que ça génère du business. À condition que vous sachiez lire un compte d'exploitation. Oui, aussi. Il faut au moins leur rendre ça, quoi. Ouais. Bon. OK, donc ça, c'est une première inflexion. Ensuite, alors la deuxième, moi j'ai eu la chance de créer pour Decathlon il y a 2 ans et demi le métier de Content and Community Manager, qu'on a renommé de façon plus concrète parce que on reste aussi des retailers, dialogue leader, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en charge du dialogue avec le client. Et finalement, un community manager, qu'est-ce que c'est? C'est le porte-voix de sa marque, de son sport, de ses produits, de sa passion auprès de clients, de prospects, d'acteurs sur des réseaux sociaux essentiellement. Et comme je l'ai dit dans l'entreprise, les avis clients sont, nous, notre premier réseau social. Donc on a un vrai métier. Le métier de community manager existe aujourd'hui chez Decathlon, dans le monde entier, mais c'est une des composantes du dialogue client. Ça il est à la maille des marques, des pays, comment vous êtes organisé? Les deux. Aujourd'hui, on est parti du principe que pour bien parler d'une marque ou d'un sport, il faut y vivre. Donc ils sont dans les marques, dans nos différentes marques. Et le deuxième point clé, c'est que pour bien parler dans un pays, il vaut mieux être de ce pays, parler la langue. Moi, je ne crois pas au community manager qui va répondre dans le monde entier, dans toutes les langues. Qui plus est, ceux qui me disent « oui, mais ils n'ont qu'à répondre en anglais ». Oui, mais je ne suis pas sûr que tous nos clients turcs, chinois parlent l'anglais suffisamment couramment. Et nous, on reste accessible. Donc, c'est dans les marques dans certains cas. Et dans les pays où finalement c'est par Decathlon qu'on s'implante, nous avons des community managers Decathlon qui sont en permanence en relation avec les community managers de marque. D'accord. Pour l'instant, je comprends tout. Non, mais je vous dis ça parce que on m'a fait une petite bibliographie avec des tas d'articles. Il y a des noms compliqués là dans vos univers, mais vous parlez simple et ça me plaît bien. On va continuer. Encore un point, et après j'aurai une dernière question à vous poser pour ce préambule sur les métiers dans votre organisation. Alors, sur le mur de mots, là, il y a encore peut-être un mot que vous pouvez prendre et commenter. Le UGC, alors vous connaissez plutôt le cinéma, le User Generated Content.
Je pense que ça parle à la plupart d'entre vous. Ça, c'est une façon de dire que la marque aujourd'hui, comme j'aime à l'expliquer, elle amorce un système. Elle va donner de la matière, elle va donner du contenu, et ensuite, il faut qu'une marque accepte que ce contenu lui échappe. C'est-à-dire que le contenu n'appartient plus à la marque, et ce sont bien les clients, à partir de ce contenu source, qui vont créer leur propre contenu, raconter leur propre histoire, faire défaire la réputation d'un produit, d'une entreprise. Et ça, je peux vous assurer que dans certains cas, c'est très difficile à accepter. Ah ouais. Et puis les révolutions sont vertigineuses, quoi. Ça va vite tout ça, hein. Donc ça vous remet certainement sérieusement en question dans votre organisation. Vous venez de voir un dessin de BAP, Dominique Lisambard, qui est là dans le fond, qui est à la manœuvre depuis ce matin, hein. Ça va? Tu tiens toujours? Et à sa manière, il croque. On dit souvent qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Ben voilà. Et il est intelligent, ce dessin, hein. Parce que très bien, j'arrive avec mes smart data, mais il ne faut pas me la raconter. C'est un peu ce qu'il vous dit, le client, la cliente en l'occurrence. Comment vous assurez de ça? Alors aujourd'hui, déjà, on fait très attention aux différents contextes légaux qui ne sont pas les mêmes dans chaque pays. On sait aussi s'adapter aux clients localement. Notre force, c'est ce qu'on appelle chez nous le glocal. On peut être global et local à la fois. Exactement. Donc on fait très attention à ça. Dans notre logique de sincérité, parce que je crois beaucoup à la sincérité de ce mode conversationnel, on permet à chaque client de se désabonner facilement. Ça, vous le connaissez tous, hein, en bas d'une newsletter, de tout ce que vous pouvez recevoir. Et on essaie d'être de plus en plus fluide dans la capacité qu'on pourrait offrir à un client de dire « vous inquiétez pas, nous ne vous solliciterons plus, voilà, on vous rend toutes vos données ». En tout cas, on lui laisse le choix et je pense que l'avenir, ça va être de le rassurer en lui communiquant davantage cette possibilité. Alors votre métier, vous, au regard de ces révolutions-là, je note le mot sincérité dans la relation, c'est important. Comment va-t-il évoluer? Comment ça se piloter chez vous, ça? Parce que vous devez parler aussi au conseiller des rayons Between, puisqu'il est dans la danse, hein. En fait, j'aurais pu retirer Customer et mettre simplement Human Dialogue Manager. Parce qu'en fait, chez nous, on est en train de complètement casser ce silo entre l'interne et l'externe. Aujourd'hui, la frontière, elle est de plus en plus ténue. Et moi, j'estime que tout ce qu'on dit en interne doit pouvoir être dit en externe. Alors certains diront oui, c'est une vue de l'esprit. Moi, je considère que si on ne veut pas que ce soit dit en externe, on ne le dit pas en interne, et puis c'est tout. Donc nous, il y a d'abord ce vendeur ambassadeur qu'on met au cœur de toutes nos décisions, et comme je l'ai mis, ce consomme-acteur. Et finalement, aujourd'hui, dans tous nos groupes de travail, on met aussi bien l'homme qui est au plus près du dernier geste, donc notre vendeur, mais aussi on intègre des clients. Là, dans très peu de temps, j'anime une sorte d'atelier sur l'évolution des avis clients. On fait venir des clients de 5 pays différents, des vendeurs de 5 pays différents, et on va les confronter. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à travers des études qu'on a pu lire. On organise des vraies synergies avec nos clients, parce que de toute façon, si on veut que le client s'approprie notre contenu, le digère, le diffuse, l'enrichisse, s'il n'a pas été conçu avec lui et pour lui, je pense que notre conversation, elle va vite s'arrêter. Donc le dialogue a de beaux jours devant lui quand même. Normalement, oui. Bien. Merci pour cette histoire, hein, et cette expérience partagée. Nous allons être à l'écoute maintenant de nos deux experts et je reviendrai vers vous pour entendre votre commentaire, voire des questions à poser à l'un ou à l'autre. J'aurais donné 20 minutes chacun pour qu'on ait le temps d'échanger, bien évidemment, avec Yann Klessen tout d'abord, président de Publicis ETO et directeur général d'ETO, intégré maintenant au groupe Publicis. Et Yann est un régional de l'État puisqu'il a débuté sa carrière rue du Molinel. Qu'est-ce qu'il y a rue du Molinel à Lille?
Il y avait Penet, le studio Penet. Voilà. Mais la maison existe toujours. Alors oui, tout à fait, mais c'est Altavia. Altavia, voilà. Et il a commencé là, alors, il y a quelques années, mais c'est assez récent. Et puis en 99, vous avez rejoint ETO, directeur du pôle digital, directeur du développement, et vous avez pris la présidence d'ETO digital en 2008 jusqu'à arriver aux fonctions que vous occupez aujourd'hui. Et au fil de ce parcours, Yann s'est taillé une belle expertise du marketing digital, du CRM, et puis vous accompagnez depuis plus de 20 ans des grandes marques. Et il a commis ça, je ne sais pas s'il peut montrer à la caméra. Et là, pareil, je vous le conseille parce que moi aussi, j'ai tout compris là, en lisant ça. Il y a plein de... il n'y a que ça d'ailleurs, des expériences, des retours d'expérience et du décryptage de ces expériences, la marque face à la révolution client. Ouais, c'est vraiment un livre que j'ai écrit parce que je rencontre beaucoup d'annonceurs, que ce soit des clients ou des prospects ou d'autres, qui sont un peu perdus par rapport à tout ce qui se passe. Et j'ai voulu faire, dans un bouquin qui est lisible en 2 ou 3 heures, une espèce de concentré de synthèse du contexte dans lequel on évolue aujourd'hui au niveau de la communication et des solutions, des nouvelles solutions pour reconquérir les consommateurs et les clients. Et on est bien dans notre sujet de voir comment le digital bouleverse la relation au public, la relation aux clients. Quelle place va tenir le client dans le marketing de demain, dont on a déjà compris quand on l'écoute, Laurent, que la fonction marketing est complètement revisitée dans vos organisations. Tiens, à propos de digital, je fais une parenthèse, il y a un hashtag Common Our Day qui va s'afficher, et allez-y, lâchez-vous et tweetez et envoyez vos messages. En plus, on gagne de l'argent ? Bien sûr. Bon, alors tout va bien. 20 minutes ? On vous écoute. Bonjour. Alors, effectivement, on va commencer par quelques slides. J'ai une petite vingtaine de slides. L'idée, c'est de partir du contexte et effectivement d'essayer de comprendre pourquoi on vit une période complètement exceptionnelle. Alors, ça a déjà été plus ou moins abordé, notamment par Laurent. Mais c'est clair que, voilà, quelques points. Le premier point, c'est que les technologies, aujourd'hui, eh bien, elles sont partout. Et surtout, les consommateurs se les ont complètement appropriées. Moi, quand j'ai commencé, notamment chez Penet, c'était en 95. On parlait d'Internet, etc. On échangeait sur ces expériences. On disait, mais c'est une mode, ça va passer, etc. Non, aujourd'hui, c'est utilisé. Le digital est partout. Et il y a des nouvelles révolutions qui sont en cours avec le mobile, avec les objets connectés, avec la télé connectée, avec la réalité augmentée. Enfin, toutes ces nouvelles technologies, ce n'est pas des modes, c'est des choses qui vont s'ancrer véritablement dans le comportement des consommateurs et des clients. Et c'est vraiment quelque chose qui va complètement, vous allez voir, bouleverser la manière dont on communique. On ne peut plus communiquer comme avant. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le deuxième constat, c'est qu'on est en train de vivre un changement de modèle, un changement de paradigme. Un modèle, c'est ce qui structure une société, un marché. Eh bien, le modèle de la communication, le modèle de la publicité depuis 50, 60, 70 ans, c'est celui-là. C'est une marque qui travaille avec une agence de publicité pour faire des belles créations et qui va diffuser ses messages au travers des médias de masse pour toucher les consommateurs. Ça c'était hier. Demain, c'est quoi ? Demain, on va plutôt arriver à un modèle conversationnel dans lequel, de plus en plus, les consommateurs, les clients, eh bien, ils vont partager des bons tuyaux, des bonnes infos. Ils vont aller lire sur des blogs, sur des sites d'avis. Voilà, je veux acheter un téléviseur. Est-ce que ce téléviseur-là, il est bien ? Je voudrais tel service, etc., etc. Les consommateurs, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus tous ces outils, tous ces dispositifs qui sont en plus maintenant dans leur poche avec les smartphones. Et du coup, ça révolutionne complètement, évidemment, le commerce. Ça, c'est demain. Le problème, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une espèce de transition, pleine d'incertitudes, ce qui fait que la plupart, effectivement, des annonceurs sont un petit peu perdus, parce que la publicité à la télé, ça marche encore. Faut arrêter de dire que la pub à la télé, c'est fini. On en a encore pour quelques années. Néanmoins, effectivement, le nouveau modèle qui est en train d'émerger, eh bien, il est déjà très prégnant, notamment chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes actifs. Et c'est un modèle qui va devenir dominant, voilà, dans les 5 à 10 ans qui viennent.
Du coup, ça veut dire quoi? C'est quoi la conséquence de ça? Eh bien, c'est que la marque, elle maîtrise de moins en moins son image perçue. Dans le modèle précédent, je reviens un petit peu en arrière, là, c'était facile pour une marque de maîtriser l'image qu'elle voulait donner auprès de ses différents publics. Aujourd'hui, dans ce modèle-là, a fortiori demain, eh bien, ce sera complètement différent. Il y a déjà des premiers signaux par rapport à ça. Aujourd'hui, en France, parce que ce n'est pas pareil dans les autres pays, quand on cherche une information, le premier réflexe pour 95% des Français, c'est Google. On va rechercher sur Google, on met le nom d'une marque, on met le nom d'un service, quelque chose qu'on recherche, un produit ou quoi que ce soit. Eh bien, ça, c'est une étude qui montre qu'effectivement, sur les 110 premières marques de l'Hexagone, cette étude révèle que 30% des 100 premières réponses obtenues en cherchant la marque sur Google sont des messages émis par des consommateurs. Les contenus officiels des marques arrivent derrière. Et les nouveaux algorithmes de Google ont tendance d'ailleurs de plus en plus à privilégier les avis de consommateurs versus les contenus officiels des marques, sauf si on les paye évidemment, au travers de l'achat de mots-clés. On voit bien que du coup, la manière dont les consommateurs voient, envisagent une marque, l'image de la marque, elle est de plus en plus fonction en définitive de ce qu'en disent les gens, de ce qu'en disent les consommateurs, que du contenu officiel qui est opéré, créé, diffusé par les marques et les médias de masse. Donc ça, c'est une vraie révolution. On voit du coup aussi apparaître des nouveaux acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup l'économie depuis quelques années. Il y a des nouveaux acteurs qui prennent le pouvoir. Alors, on parle beaucoup des GAFA. C'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Ces nouvelles plateformes, elles prennent le pouvoir de différentes manières, de manière insidieuse, mais aussi de manière très visible. Un Amazon, au départ, c'était des livres, des produits culturels, ensuite des CD, etc. Aujourd'hui, ils vendent quasiment de tout. Ils investissent la totalité, on va dire, de ce qui est vendable. Et surtout, ils ont, du coup, on en reparlera, ils acquièrent énormément de données sur leurs clients. Facebook, Google, et même un petit peu quelque part Apple, ce sont des plateformes qui, aujourd'hui, sont des plateformes qui vivent sur un modèle publicitaire, mais qui récoltent aussi énormément de données sur le comportement des consommateurs. Toutes ces données-là, eh bien, va leur permettre d'avoir un pouvoir, une espèce de monopole jamais vu sur la planète depuis le début des temps. Donc c'est quelque chose qui est important de considérer. Et le message, sans vouloir aller trop loin par rapport à la conclusion que je voudrais émettre, mais le message, c'est évidemment au niveau des marques, au niveau des annonceurs, il faut quelque part apprendre à utiliser ces plateformes, mais il faut aussi quelque part apprendre à ne pas en être dépendant. Et ça me paraît important, et du coup de recapitaliser notamment sur vos assets et sur vos données. Le cinquième point, du coup, on voit bien, comme je vous le disais, que la relation avec les différents publics de la marque, elle devient constitutive de son image. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que hier, dans l'ancien modèle, l'image de marque, eh bien, elle était plus ou moins égale à la publicité. De plus en plus, on voit très bien que l'image de marque, il y a toujours la publicité qui a un rôle, c'est clair, mais elle va être de plus en plus liée à l'image qu'en ont les consommateurs, à l'image qu'en ont les clients, et donc à la relation que les clients ils vont avoir en direct avec cette marque ou avec ce retailer. D'où l'importance, effectivement, de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de communiquer, de gérer cette relation directe avec les consommateurs. Bref, on voit très bien qu'on est en train d'assister à une révolution, d'où le titre de mon bouquin, à une révolution client. C'est-à-dire que les clients, aujourd'hui, ils prennent, alors peut-être pas le pouvoir, mais en tout cas, ils ont la parole et ils ont un pouvoir inégalé depuis le début, on va dire, du commerce. Du coup, la question, c'est ça, c'est que faire? Comment on va gérer, notamment, ce nouveau modèle? Comment on va opérer quand on est marketeur, directeur marketing, directeur de la com, quand on est agence? Comment on va opérer? Comment on peut faire en sorte, effectivement, que, on puisse continuer à toucher les consommateurs dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau modèle? Alors, les réponses, elles sont multiples. Il y a le marketing conversationnel. Mais aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle opportunité qui s'offre à nous, marketeurs, que ce soit annonceurs ou agences, c'est tout ce qui tourne autour de la data. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'idée, c'est bien de mettre le client au centre. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Quand on parle à un publicitaire, on parle beaucoup de la marque. Je pense que le marketing de marque, c'est évidemment un pilier essentiel du marketing. Mais à côté de ce marketing de marque, on voit se déployer un marketing client, un marketing qui met le client au centre de la stratégie et au centre des démarches marketing.
la première chose, c'est de mettre ce client effectivement au centre de la démarche. Et du coup, de travailler vers ce qu'on appelle de plus en plus un marketing de l'expérience client, c'est-à-dire mettre en place les différents dispositifs qui vont permettre à un client, à un consommateur de vivre une expérience de marque qui va faire en sorte qu'il va dire du bien de la marque sur les réseaux sociaux, sur les blogs, tous ces contenus-là qui vont pouvoir être repérés sur Google et donc du coup être exploités et utilisés derrière par d'autres consommateurs. Alors comment on peut rendre ça possible? Encore une fois, il y a différentes manières, il y a différentes solutions. Aujourd'hui, on voit que effectivement toutes ces technologies, tout le digital, eh bien, génère beaucoup de data. Et on voit émerger, du coup, effectivement, un terme qui s'appelle Big Data, Smart Data, Little Data, enfin, il y a plusieurs expressions. En tout cas, on voit très bien que la data, elle va complètement révolutionner la manière de faire du marketing. Alors, je voudrais juste échanger, effectivement, quelques exemples par rapport à ça avec vous. On parle beaucoup de digital depuis une quinzaine d'années. Le digital et la data, en définitive, c'est les deux faces d'une même pièce. On voit très bien qu'effectivement, de plus en plus de consommateurs et de marques utilisent le digital. Ce digital permet de générer, en définitive, énormément de données. On peut savoir quels sont les mots-clés utilisés par les consommateurs, sur sa navigation à l'intérieur des sites web, sur quelle bannière il clique, sur quel lien dans une newsletter il va cliquer, etc., etc. L'ensemble de ces données, aujourd'hui, on peut les récupérer et on peut les intégrer dans ce qu'on appelle des DMP, des Data Management Platforms, dans des bases de données, autrement dit, mais qui sont dédiées, on va dire, à ce type d'activité. Et l'ensemble de ces données, l'idée, eh bien, évidemment, c'est de les exploiter, c'est de les utiliser pour optimiser, si vous voulez, les dispositifs digitaux et aller vers davantage, notamment, de personnalisation. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de bien comprendre que le digital et la data, c'est bien les deux faces d'une même pièce. Le digital permet de générer des données et ces données permettent d'optimiser le parcours digital, mais pas que, le parcours en définitive des consommateurs dans la recherche d'un produit, dans la recherche d'un service. Et tout ça, de plus en plus, aujourd'hui, ça peut se faire en temps réel. On parle beaucoup, par exemple, de retargeting. Il y a une société en France qui s'appelle Criteo, qui est très connue, qui a fait une levée en bourse absolument hallucinante. Et ben c'est une société qui est en plein dans ces dispositifs-là. Elle utilise le comportement digital des consommateurs pour derrière les retargeter de manière personnalisée. On est en plein dans la big data ou dans la smart data. L'objectif, c'est quoi? C'est de travailler ce qu'on appelle la customer journey ou le parcours client des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, c'est de travailler le parcours d'un client avant, pendant et après son acte d'achat, en essayant d'utiliser des dispositifs qui vont permettre de capter des données de son côté, de manière à mieux le connaître, à mieux le qualifier, et d'utiliser ensuite ces données pour personnaliser la totalité de ce parcours. Ce qu'on appelle un suspect, alors je vais partir plutôt du client. Donc le client, c'est des dispositifs qu'on connaît, c'est des dispositifs CRM, c'est des cartes de fidélité qui permettent de les connaître, de faire du cross-selling et de l'upselling. Si on vient un petit peu avant, le prospect, c'est quelqu'un que vous avez identifié, il est abonné à votre newsletter, mais il n'est pas encore client, il faut le pousser à l'acte d'achat. Donc pour faire ça, on va essayer de le qualifier et de trouver la bonne offre qui va le transformer en client. Le suspect, c'est quelqu'un qui n'est pas encore identifié. On n'a ni son adresse email, ni son adresse postale. Par contre, on peut le repérer aujourd'hui via des cookies. Et du coup, on peut le targeter pour le transformer en client ou en prospect. Et puis, les ambassadeurs, c'est ce qui arrive au bout. Pour chaque marque, dans chaque base de données, concrètement, on peut identifier 1 à 2% effectivement, de clients qui sont à la fois des bons clients, qui sont engagés dans la marque et qui sont en même temps influents sur les réseaux sociaux. Eh bien, eux, l'idée, c'est d'aller les chercher et de les animer d'une manière spécifique. Aujourd'hui, le nouveau marketing, c'est un marketing qui va travailler la totalité de cette chaîne en utilisant évidemment la base de données et en utilisant les datas. Et de travailler ce qu'on appelle des customer journées, c'est des parcours clients d'un canal à un autre, d'un touchpoint à un autre, parce qu'évidemment, on est dans le cross-canal, tout ne se passe pas forcément évidemment sur Internet, mais de travailler l'ensemble de ces parcours en fonction des différents types de clients auxquels on veut s'adresser. Alors, quelques exemples concrets. Pour essayer d'illustrer des exemples qui ne proviennent d'ailleurs pas forcément de Publicis ETO. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher ce qui se fait de mieux, on va dire, par rapport à l'utilisation de ces données. Un premier exemple, alors c'est le groupe Publicis, mais c'est aux États-Unis, c'est Digitas, c'est Delta. Delta qui a travaillé sur la mise en place de ce qu'on appelle une DMP, donc c'est une énorme base de données, qui va récolter l'ensemble des informations aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi l'ensemble des informations sur les parcours digitaux des clients, quels sont les sites qu'ils sont
et des contacts en général. Quels sont les sites qu'ils sont allés voir, d'où ils viennent, quels mots-clés ils ont mis sur Google avant d'arriver sur le site de Delta. Ils ont travaillé l'ensemble de ces données au sein d'une base concrète qui leur permet derrière de travailler le parcours de ces clients ou de ces prospects et d'avoir par exemple des bannières en fonction de votre comportement. Donc on est dans le retargeting, d'avoir des bannières qui s'adressent véritablement à vous, même si vous êtes sur le site par exemple du Figaro ou le site auféminin.com. Ce sont des bannières qui vont être personnalisées en fonction des recherches que vous avez déjà effectuées sur différents sites, sur Google ou ailleurs, de manière à travailler votre propension à aller plutôt sur Delta versus d'autres sites effectivement de compagnies aériennes. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est, alors là pour le coup, c'est opéré par Publicis ETO sur Total GR. Je ne sais pas si vous connaissez Total GR, c'est une carte pour les professionnels, pour les entreprises qui ont des flottes automobiles et qui désirent effectivement permettre à leurs collaborateurs de payer l'essence, de payer le parking, de payer les autoroutes, etc. avec cette carte. Total GR travaille avec toutes les grosses entreprises en France et depuis 3 ans, ils veulent toucher les TPE et les PME. Donc évidemment, les processus d'acquisition clients et de recrutement de nouveaux clients ne sont pas les mêmes. Donc on a mis en place pour eux tout un dispositif qui utilise et qui met la data vraiment au centre. En gros, on a commencé par analyser leur base de données clients pour voir quelles étaient les caractéristiques de leurs meilleurs clients. Ça a permis d'établir ce qu'on appelle des segments de meilleurs clients. Ensuite, à côté de ça, on a mis en place un site dédié effectivement à la qualification des prospects. Ce site, on génère du trafic avec leur agence média vers ce site. Et sur ce site, les prospects peuvent utiliser différents modules de simulation pour voir quelles sont les économies que générerait pour elles le fait d'utiliser la carte Total GR pour leurs collaborateurs. En utilisant ces différents modules de simulation, ils sont obligés de se qualifier, de laisser leur adresse postale et leur adresse email. Donc ça permet de générer une base de données de prospects. Et cette base de données de prospects, on va regarder parmi ces prospects quels sont ceux qui ressemblent le mieux à leurs meilleurs clients, aux meilleurs clients de Total GR. C'est ce qu'on appelle des look-alike ou des jumeaux. On va essayer de trouver des jumeaux des meilleurs clients de Total parmi les prospects qui ont été utilisés qui sont arrivés via ce site internet. Et derrière, on exploite ces données avec un logiciel qui s'appelle Adobe Campaign. On exploite ces données pour les relancer en fonction de leur appétence, en fonction de leur profil. Et c'est clair que, par exemple, un client à fort potentiel, il va être relancé plutôt par téléphone, un client avec un peu moins de potentiel par courrier et un client avec beaucoup moins de potentiel par email, avec tous des systèmes automatiques. Et tout ça, effectivement, fonctionne depuis 3 ans et ça cartonne. Vous voyez comment on peut utiliser concrètement la donnée ici pour conquérir effectivement des clients, transformer des prospects en clients. Un dernier exemple, c'est celui de Matas. Alors, je ne sais pas quelle est leur agence, mais Matas, c'est un peu l'équivalent de Sephora en Suède. Et c'est un exemple absolument exceptionnel. Ils sont archi-leaders en Suède. Plus de 3 au Danemark, pardon, excusez-moi. Plus de 3 Danois sur 4 est membre du club Matas. Donc ils ont accumulé un nombre de données absolument phénoménal et ils ont créé un club Matas qui est un peu l'équivalent d'un programme de fidélisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place, c'est parmi les premiers retailers à avoir mis en place un véritable dispositif qui permet de faire quasiment du one-to-one. C'est-à-dire que les newsletters de Matas, et Dieu sait qu'on fait beaucoup de veille chez Publicis ETO, ce sont celles qui utilisent le mieux la donnée pour complètement personnaliser les newsletters en fonction de votre profil avec des informations qui vont être complètement différentes en fonction d'un profil, en fonction des différents profils. En gros, on a le nombre, il y a plus de 122 millions, donc il y a plus de possibilités que de membres dans la base, il y a plus de 122 millions de possibilités effectivement de newsletters pour Matas. Donc on est vraiment dans un marketing one-to-one efficace et qui exploite la donnée pour envoyer la bonne offre à la bonne personne au bon moment par le bon canal. Donc vous voyez que c'est des choses dont on parle du one-to-one depuis une quinzaine d'années. C'était des choses qui étaient compliquées à mettre en place parce que c'était parfois des usines à gaz, parce qu'il y avait des organisations chez les annonceurs qui ne le permettaient pas, parce que c'est des projets qui nécessitent notamment un travail en commun entre le marketing et l'informatique, parce que c'est des projets qui peuvent être coûteux. Aujourd'hui, c'est des projets qui sont possibles, qui peuvent être rapidement rentables, parce que le digital, et notamment tout ce qui tourne autour de l'exploitation de la data, rend possible effectivement un marketing personnalisé
de manière simple et beaucoup plus aisée qu'il y a quelques années. Alors c'était le dernier exemple. Juste pour conclure, c'est clair qu'on voit très bien aujourd'hui que dans cette révolution client, le client il a de plus en plus de pouvoir, il a entre ses mains des outils absolument phénoménaux pour comparer les produits, pour comparer les prix, pour comparer les marques. Il est nécessaire au niveau des marques ou des annonceurs, eh bien, quelque part d'utiliser les mêmes outils que ses consommateurs et que ses clients, et notamment d'emmagasiner énormément de données de manière à pouvoir entamer et mettre en place une démarche qui soit complètement personnalisée, qui mette le client au centre du marketing de l'entreprise et qui permette justement quelque part de faire face à la révolution client. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous l'applaudissez pas? C'est ça dans le Nord, non? Les annonceurs maîtrisent de moins en moins la marque perçue et réinventent cette relation personnalisée avec le client, avec ses parcours clients à construire et qui deviennent presque la colonne vertébrale stratégique de la boîte. Parce que de l'arrêt de poisson du parcours client, on définit tout. Des achats, enfin tout. L'objectif, c'est effectivement de travailler l'ensemble du parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on commence même par la publicité, qu'elle soit à la télé ou sur le net, et de travailler ensuite comment on va faire en sorte que cette publicité, elle va permettre à un consommateur d'arriver sur un site web, sur une application, sur Facebook. Comment on va utiliser ces dispositifs pour du coup capter de la donnée, prospect, de la donnée suspect, et comment on va qualifier davantage ce contact et l'amener à devenir client dans un magasin, sur un site web ou autre. C'est toute la chaîne aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'on voit bien que ça casse un peu les silos, à la fois chez l'annonceur et au niveau des agences. Parce que chez l'annonceur, il y a des fois des gens différents qui font la communication, le marketing, qui font la conquête et la fidélisation, qui travaillent sur des projets informatiques, etc. Donc c'est un peu compliqué. Au niveau des agences, c'est pareil. Il y a les agences médias, il y a les agences de pub, il y a les agences plutôt orientées CRM ou data. Tout ça est en train d'être complètement révolutionné par cette révolution. Regardez Fabien Le Gall qui nous dit le contenu n'appartient plus à la marque mais à ses utilisateurs. Bah oui, il y a un transfert là-dessus. Alors juste une question et ensuite on passe à notre deuxième expert et on dialoguera avec vous. Il y a un truc quand même, c'est les big data développent une attitude un peu ambivalente chez le citoyen consommateur. Parce que d'un côté, il dit « touche pas à mon intégrité, ne rentre pas trop dans ma vie et ne me pique pas les données de ma vie, autrement gare à toi ». Et puis de l'autre, quand il parle à sa banque, à son enseigne de distribution, au retailer, il lui dit « j'aimerais que tu me connaisses un peu mieux pour me vendre ce dont j'ai envie et me proposer des parcours personnalisés ». Est-ce que cette contradiction est insoluble? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'intrusion. Le paradoxe de l'intrusion, c'est qu'effectivement, d'un côté, on a des consommateurs, des gens qui se livrent sur Facebook, on a des consommateurs qui remplissent des questionnaires, qui prennent des cartes de fidélité. Tous ces dispositifs-là, on sait très bien que les marques peuvent les exploiter. Et d'un autre côté, quand on lui pose la question, effectivement, il y a des lobbies qui se créent. Ils ne veulent pas effectivement que les données soient exploitées. Il y a des lobbies qui se créent pour créer des lois. Donc, il y a pas mal de lois en préparation. Donc, on est en plein paradoxe. Il y a peut-être une résolution de ce paradoxe. Et c'est encore une fois la technologie qui va l'apporter. Juste en 2-3 mots, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de VRM. Alors, le CRM... J'ai vu un papier que vous avez commis là-dessus. Voilà, le CRM, tout le monde connaît. C'est comment une marque va utiliser des dispositifs pour collecter de la donnée sur ses clients et du coup avoir une relation personnalisée avec ses différents clients. Le VRM, c'est l'inverse, c'est Vendor Relationship Management. C'est comment, moi, en tant que consommateur, je vais utiliser une plateforme qui va me permettre de personnaliser ma relation avec les différentes marques que j'aime bien. On retourne complètement le process. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'au travers de ces plateformes de VRM, les consommateurs se réapproprient leurs data, leurs données, et n'ouvrent leur espace personnel, leur plateforme, qu'aux marques avec qui ils veulent avoir une conversation riche parce que c'est des marques qu'ils aiment bien. Merci bien. On va enchaîner avec notre deuxième expert et ensuite je viendrai vers vous, Laurent.
on élargit l'analyse avec Thierry Libard, qui est universitaire, et jusqu'à l'année dernière, il enseignait à l'université de Louvain. Il me rappelait que l'université de Louvain-la-Neuve, c'est en 1953 qu'ils ont développé l'enseignement de la relation publique et des relations presse. 1953. Et plein d'autres précurseurs. Moi, j'avais un prof à l'ESJ qui venait de là-bas sur la com de proximité. C'est un beau laboratoire de R&D en matière de communication. Et donc, votre contribution nous intéresse. Alors, vous êtes professeur aussi à l'IEP de Paris. Vous participez à de nombreux comités scientifiques, communication, entreprise. J'aime bien un aspect de votre bio. Vous bossez, la communication durable, c'est un sujet qui vous intéresse. Vous bossez au sein du comité de veille présidé par Nicolas Hulot. Et donc, je suppose que vous avez en ligne de mire tout ce qui commence à se tramer autour de la COP 21 dans notre pays et ailleurs. Et alors, vous avez commis, je sais pas, une trentaine de bouquins. Enfin, c'est impressionnant, hein. Alors, des bouquins de référence, hein, vous les connaissez tous, hein, le plan de communication, avec plusieurs éditions à l'international, la com d'entreprise, la nouvelle donne, communiquer dans un monde incertain, etc. Je disais tout à l'heure qu'avec vous, on va élargir un peu l'analyse parce qu'il n'y a pas que le digital dans la vie. Et il faut reposer, il faut rééclairer ce que vous venez de nous dire avec des fondamentaux de la communication, de la relation et de la conversation. Le conversationnel est dans notre titre, hein, de notre réunion de ce soir. Alors on a hâte de vous écouter là-dessus, également pendant une vingtaine de minutes, et ensuite on débriefe avec nos invités. Bien, merci. Objectif, c'est d'essayer de remettre ça un peu dans une perspective davantage corporate. Donc on va être maintenant moins dans le marketing, la marque, la relation client, mais plus dans qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la communication des entreprises qui justement impacte la relation avec les publics. Donc vaste sujet, on va faire ça dans les 20 minutes. Alors juste un mot de méthode, ce que je vais vous présenter, c'est pas très scientifique, ce qui est dommage pour un universitaire, mais c'est un peu le résultat, vous avez dit une trentaine de bouquins. À chaque fois que je fais un bouquin, j'essaie de rencontrer un maximum de DIRCOM, et donc c'est un peu depuis plus d'une vingtaine d'années, 25 ans maintenant, de rencontres avec des responsables de communication, et à chaque fois, c'est quels sont les points un peu saillants, structurels, qui organisent la communication de demain. Alors, je ne présente pas ça de manière chronologique ou décroissante. Vous allez voir aussi, il y a des tendances qui peuvent être contradictoires, mais voilà, c'est un peu le monde de la com dans lequel je crois qu'on vit. Alors, le premier, peut-être celui-là, justement, c'est peut-être un des plus importants. C'est, pour le dire très rapidement, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir davantage d'outils, mais ce que nous disent tous les DIRCOM, c'est comment mieux communiquer à l'ère de la méfiance généralisée. Pour le dire rapidement, on ne nous croit plus. On nous croit moins bien qu'auparavant. Nos messages passent moins bien. Il y a une méfiance envers la com en général. Il y a, on va le voir tout de suite, une méfiance très forte envers le monde de l'entreprise. Et tout ça, forcément, ça se traduit sur une méfiance sur la communication d'entreprise. Alors, pour être très rapide, je vous présente juste quelques données. Là, c'est juste pour voir cette tendance très forte du déclin de la confiance depuis une quinzaine d'années en France. Mais c'est vraiment un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Les pays émergents résistent encore. Mais globalement, quel que soit le pays, quelle que soit l'organisation, c'est-à-dire que ce soit l'entreprise, les pouvoirs publics, les journalistes, etc., ça, depuis 15 ans, ça s'effrite
Et chaque année, on se dit, voilà, on atteint un plus bas historique, et puis régulièrement, l'année d'après, ça continue à baisser. Donc, on ne croit plus. La relation, la distanciation avec le monde de l'entreprise a forcément baissé. Je vous mets par exemple cette slide. Est-ce que les entreprises sont vraiment à l'écoute des problématiques sociales? Et on voit justement là, dans cette slide, que la France a le triste privilège d'être au dernier de la classe. C'est-à-dire, non, en France, on considère que les entreprises ne travaillent pas pour le bien commun, elles travaillent pour leur profit, et elles ne cherchent pas du tout à rencontrer réellement les attentes sociétales. Est-ce que vous avez confiance dans les grandes entreprises? Non. Ça a le mérite d'une certaine clarté. Alors, bien évidemment, il faut différencier. Là, on s'adresse aux grandes entreprises. C'est évidemment pas le cas pour les petites et moyennes entreprises. Et puis, le moral des consommateurs, là aussi, spécificité un peu française, ça marche pas. Et la France est un des pays les plus pessimistes au niveau du sentiment du consommateur. Donc, il faut faire avec. On doit faire avec ce contexte peut-être un peu difficile. Mais voilà, les clients, les consommateurs, les citoyens n'ont plus confiance dans le monde des organisations et particulièrement envers le monde des entreprises. Pour donner deux exemples très rapidement, est-ce que vous faites confiance dans les entreprises pour vous informer sur les problématiques environnementales? Le chiffre France est de 0%, c'est 0 pointé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui dit oui, je fais confiance. Alors, comme on est des êtres positifs, on dit c'est super, mais au moins ça nous laisse une belle marge de progression. Mais quand même, c'est quand même assez interpellant. Et question qui avait été posée sur les risques industriels. La question c'était faites-vous confiance aux entreprises pour vous informer sur les risques industriels? On donnait une liste de 21 interlocuteurs aux personnes. Et sur les 21 interlocuteurs, la position de l'entreprise était, vous vous en doutez, 21e sur 21. Donc voilà, on est là. Ça veut dire que la communication des entreprises doit faire face à cette montée de la méfiance. Et pourtant, et c'est là où je dis que peut-être justement on a des phénomènes un peu contradictoires, quand on interroge des DIRCOM, ils disent ben en fait, on a aussi le sentiment d'avoir un peu plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'auparavant, on nous demandait à nous dire comme d'être de bons techniciens, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise des techniques de communication, de savoir faire un bon journal interne, de savoir faire un bon communiqué de presse, de savoir organiser un événement, etc. Maintenant, ce n'est pas seulement un bon technicien de la communication, c'est aussi la personne qui apporte le plus. C'est la communication, ce n'est pas seulement le faire savoir. On disait souvent, voilà, il faut faire savoir. Ben non, le communicant, il est au-delà. Il fixe le cap, il enrichit la stratégie. L'expression, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire il met une ambition juste un peu au-dessus et il permet justement, en fixant cette ambition à l'externe, ce qui est aussi une prise de risque pour l'entreprise, de tirer l'entreprise vers le haut pour atteindre cette ambition qui a été mise en place. Et c'est justement, on retrouve ça dans les chartes valeurs des entreprises. Les chartes de valeurs ne sont pas là pour refléter la réalité de l'entreprise, mais justement pour tirer l'entreprise vers les valeurs sur lesquelles l'entreprise a essayé de s'exposer. Vous en avez parlé ce matin, donc je vais être rapide, mais là aussi, dans les tendances très lourdes, c'est la mesure. Dorénavant, on est dans cette idée qu'en communication, tout se mesure. Avant, on disait non, la communication, c'est spécial, c'est à part, ça ne se mesure pas. Puis à un moment, quand même, les présidents, les directeurs généraux d'entreprise ont dit qu'il faut peut-être juste arrêter les conneries. Il y a juste un blanc là sur le tableau de bord, c'est la com. On a des indicateurs sur tout, sauf sur la communication. C'est peut-être pas très, très, très sérieux. Et donc, il y a une sorte de renversement sur l'évaluation. Et maintenant, on est vraiment dans cette idée que, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si ça ne se mesure pas, ce n'est pas de la com. Du moins, ce n'est pas de la com telle qu'on l'entend. C'est-à-dire que ce n'est pas de la com professionnelle un peu rigoureuse. Et que si on n'arrive pas à établir de bons indicateurs de communication, c'est que peut-être on doit s'interroger sur nos objectifs. Peut-être qu'on a mal défini nos objectifs, mais partons du principe inverse qu'en communication, tout doit se mesurer. Et puis, malheureusement, quand on fait un peu les analyses, on voit qu'il y a eu une professionnalisation beaucoup plus forte de la mesure, mais toujours un poids important de la méthode de l'équivalent publicitaire. C'est-à-dire là aussi, quand on interroge la plupart des DIRCOM, ils disent en fait, on n'y croit pas tellement, c'est pas très rigoureux, mais ça marche bien parce que si on veut convaincre nos patrons qu'on a des retours sur investissement, c'est quand même une méthode assez facile à mettre en place et nos patrons comprennent bien ce langage un peu financier.
Comment ne pas parler des évolutions de la communication et de la relation avec les publics? On en a encore une triste actualité aujourd'hui avec le crash de l'Airbus. C'est que la com de crise, elle est omniprésente. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans qu'il y ait une problématique de com de crise d'entreprise. Et là aussi une évolution, c'est-à-dire auparavant on était vraiment sur la crise comme accident technologique majeur. Maintenant la tendance c'est la crise, ça peut toucher n'importe quel type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité. Elle n'est pas forcément prévisible. La crise, elle est ce qu'on appelle mutante et protéiforme, en reconfiguration permanente. C'est un peu cette idée de l'effet papillon. Vous savez, ce battement d'aile d'un papillon dans le golfe du Mexique qui déclenche une tempête sur les côtes atlantiques. Donc c'est peut-être beaucoup plus difficile à organiser, à anticiper dans les entreprises. Et là aussi, on est sur des phénomènes qui sont vraisemblablement très, très durables. Ça, c'est assez important également. Ça m'a surpris, c'est-à-dire que lorsqu'on interrogeait des directeurs de communication, en dehors des challenges, c'est-à-dire quels sont vos grands défis pour demain, la question c'était c'est quoi votre préoccupation? Et en général, la première préoccupation, c'est l'interne. C'est le salarié. Pas oublier le salarié dans les publics de l'entreprise. C'est une sorte de déclaration avec tous les guillemets qui s'imposent, mais d'impuissance, disons le mot. C'est-à-dire la perception qu'il y a vraiment là un enjeu fort. Il y a une distanciation très forte du salarié envers l'entreprise, mais comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver de la relation avec le salarié? Parce que bien évidemment, ce que j'ai dit en introduction, enfin en premier point sur la montée de la méfiance, ça se traduit également très fortement à l'intérieur même de l'entreprise. Voilà, quelques chiffres. 40% des salariés ne savent pas ce qu'est la stratégie de leur entreprise. 31%, ça veut dire que 69% disent l'inverse, c'est-à-dire que leur direction n'est pas attentive sur le plan social. Et puis, seul quasiment un tiers des salariés français se disent attachés, et encore vous voyez que le mot est assez faible, envers leur entreprise. Donc là aussi, il faut faire avec. Si on veut que le salarié soit ambassadeur de la marque, il faut aussi que le salarié se sente aussi convaincu de l'importance des enjeux de communication, de l'importance aussi de retrouver un lien du social dans sa relation avec l'entreprise. Dans les évolutions, là aussi très, très fortes sur l'entreprise et ses publics, c'est l'assez fort taux, je pense. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé depuis peut-être 18 mois, 2 ans, mais ça reste important, de renouvellement des messages. L'impression, c'est qu'il y a une certaine fébrilité dans la communication des entreprises. Peut-être c'est un effet boomerang des progrès d'évaluation. C'est comme on évalue en permanence, il suffit qu'un item tombe, on est moins sympathique ou moins proche, etc. Donc on va faire une campagne pour contrebalancer. Et puis on aura gagné sur cet item-là, donc l'année prochaine, on va faire une campagne sur un autre thème. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait une sorte de zapping communicationnel. Et à mon sens, c'est dommage, parce que je crois que dans le monde de demain, seules les entreprises ayant des réputations fortes survivront, et que ce n'est pas en changeant en permanence de message qu'on pourra obtenir la confiance, le retour de la relation avec les publics. Mais donc, un renouvellement assez important. Des thèmes qui apparaissent dominants, il y a des modes. Le thème de la transparence, par exemple, pendant quelques temps, on a vu toutes les entreprises, j'ai juste mis un exemple, mais il y a comme ça des mots qui arrivent, qui paraissent faire consensus, réunir l'ensemble des publics de l'entreprise. Il faut toujours, à mon sens, être un peu prudent avec ce type d'exercice, parce que je crois que, je ne sais pas si les gens qui sont en entreprise pourront dire l'inverse, je crois que la transparence en entreprise est juste totalement impossible. Vous ne pouvez pas publier vos brevets industriels, vous n'avez pas publié vos intentions stratégiques financières d'OPA sur des concurrents, etc. C'est-à-dire que c'est juste impossible dans le monde de l'entreprise. Donc le fait de mettre la transparence comme ça en permanence dans les messages d'entreprise, ça peut conduire aussi à cet effet de méfiance qu'on disait au début. Donc attention aussi à l'emploi de certains termes qui peut-être mettent la barre trop haut, et là c'est juste inaccessible. Dans ces évolutions, c'est intéressant de voir les identités visuelles des entreprises, parce que ça nous dit aussi quelque chose, à mon sens, sur la manière dont évolue cette représentation
des entreprises. Alors, j'ai juste mis quelques exemples. La simplification. Alors, faute de place, j'ai mis Accor. Je ne suis pas remonté très loin, mais auparavant, il y avait 7 oiseaux migrateurs. Bernard Chenonnet, vous avez reconnu. Après, il y en a eu 5, 3, 2, et maintenant, il y en a une. Donc, on se dit, voilà, la prochaine fois que Accor va changer de logo, il y aura peut-être une plume, ou je ne sais pas. Mais voilà, la plupart des identités visuelles vont vers une simplification extrêmement forte. Il y a un dépouillement de l'identité visuelle qui s'est effectué. En fait, quand je dis il restera que la plume pour Accor, peut-être pas, peut-être il restera au contraire que le nom ou autre chose. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est la disparition même du nom de l'entreprise au profit d'une représentation. Donc peut-être en fait c'est Accor disparaîtrait, il resterait l'oiseau migrateur. Voilà, vous avez l'exemple Nike, Société Générale, Starbucks, etc., où les noms même disparaissent. L'effet de relief, pourquoi? Parce que maintenant le premier support d'une identité visuelle, c'est plus la papeterie, c'est le web avec des effets de mouvement qu'on peut donner. La RSE, du vert qui apparaît, même si McDo déclare, et peut-être on peut les croire, que c'est plus pour l'intégration dans les espaces urbains et pas un signe de responsabilité sociale. Des variantes, Google champion du monde, toute catégorie, mais il y en a d'autres, IBM, Elior qui a un logo spécial pour sa filiale de Facility Management. Et puis ouverture, alors pour ouverture j'ai mis l'exemple d'EF qui est peut-être plus ancien, mais c'est ce mouvement que les logos carrés, estampillés, comme des blasons, vont vraiment vers une ouverture où il n'y a plus ce côté un peu héraldique qu'on pouvait trouver dans les premières identités. Le thème de la proximité. Et alors peut-être justement que le thème de la proximité contrebalance justement cette idée d'aller vers la data et le côté un peu virtuel. Comme on est dans la méfiance, comme on craint le monde de demain, ben on se raccroche justement à des valeurs de proximité. Alors la proximité, on la retrouve dans les outils. Les outils qu'on emploie sont de moins en moins des outils de transmission de messages à distance, mais au contraire qui vont justement vers de la conversation, vers de la relation, vers du one-to-one, et c'était parfaitement dit à l'instant. Dans les implantations, on a vu plutôt une réduction des effectifs dans les sièges sociaux des entreprises en communication pour aller vers le contact, pour aller vers la relation directe avec les publics. On l'a vu dans les messages dont on vient de parler à l'instant, qui vont vers des messages de relation. On n'est plus dans ces messages de souveraineté qu'on pouvait avoir il y a encore 10-15 ans. Et puis dans les visuels, ou dans les visuels des entreprises, de communication des entreprises, on va mettre des salariés de l'entreprise parce que ça renforce justement ce sentiment de proximité. Ou alors on va jouer, comme là pour Bombardier, sur le fait que voilà, c'est fait près de chez nous, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on va communiquer sur le fait que Bombardier, entreprise canadienne je crois, en fait elle est vraiment complètement implantée, elle devient ch'ti presque. La com financière, là aussi, alors on est moins dans le corporate, mais c'est dans les mouvements extrêmement forts. Il y a eu un effondrement assez cataclysmique de la communication financière. Toute la communication financière qui se faisait sur la base de la publicité, tout ça, c'est quasiment mort. C'est-à-dire que la Comfi, elle a vraiment basculé complètement maintenant sur le web et la digitalisation de la Comfi. Et du coup, ça a entraîné la disparition de tous les grands organes de presse, à part les Échos, peut-être un des seuls survivants. Alors là, c'est juste une idée que je trouve assez fondamentale, là aussi. Je pense que le communicant de demain, il devrait être juriste. Parce qu'il y a un foisonnement de réglementation, de règles, de normes. On parlait tout à l'heure d'avis en ligne, c'est un peu ça. Le rôle de l'RPP, c'est aussi en permanence d'essayer de mettre des recommandations. Et puis, voilà, il y a l'exemple, par exemple, l'an dernier avec la loi Hamon sur l'action de groupe. Il y a, enfin, voilà, pour aller rapidement, cette montée en puissance de la règle de droit dans les actions de communication. Et je crois que pour le communicant de demain, dans ces tendances qui vont impacter sa relation avec le public, il y a certainement cet aspect de prendre garde justement à cette montée des règles. Marketing viral, je ne veux pas trop en parler parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler bien, mais voir bien les deux effets, c'est-à-dire
la recommandation, et là ça a été dit à l'instant avec cet exemple assez fabuleux que 30% des recherches sur Google sur les 100 premières réponses, c'était justement des avis en ligne. Et puis le côté plus négatif qui est le bad buzz, c'est-à-dire là aussi presque de l'effet papillon, à chaque fois ça peut basculer, et on en a des exemples un peu en permanence. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, alors je ne vais pas dire que moi, ça me désole, mais pas loin. C'est-à-dire, les entreprises ne font plus de plan de com. On ne fait plus de plan de com en entreprise. Pour moi, le plan de com, c'est la base, c'est l'architecture. J'ai toujours dit à mes étudiants, vous ne pouvez pas être un bon étudiant si vous n'avez pas faire un plan de communication. Et pourtant, les entreprises ne font plus de plan de com. Ou alors, elles font des plans qui sont en fait des plans annuels. C'est-à-dire, en septembre, c'est l'allocation budgétaire des moyens pour l'année prochaine. C'est pas ça, un plan de com. Ça, c'est juste l'allocation des moyens. Mais une vision un peu à long terme, au-delà de quelques années, sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Quel est notre message? C'est quoi nos objectifs de communication? C'est quoi ce qu'on voit dans les plateformes de communication? Ça, malheureusement, ça a eu un peu tendance à disparaître. J'ai le sentiment, mais c'est peut-être un peu personnel, qu'on a atteint un plancher et que dans les années à venir, on verra plutôt ressurgir cette idée que la réputation, ça se construit justement avec un plan de com. Je vais terminer rapidement sur trois données. La première, c'est que pour un communicant, il faut aussi prendre en compte ce qui se passe dans cette transition économique qui apparaît en ce moment. Tous ces thèmes d'économie de la fonctionnalité, d'économie circulaire, d'écologie industrielle, de consommation collaborative, ça bouleverse la relation aux marques. Et du coup, ça demande aux directeurs de communication et aux responsables de marketing de revoir leur communication par rapport à ce mouvement qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Pour prendre un exemple sur l'obsolescence programmée, c'est la communication sur la durée de vie des produits. Là, avec la loi qui a été, en tout cas, votée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat, donc qui devrait être promulguée à l'été, ça va vraisemblablement modifier les thèmes de communication, justement, sur durée d'utilisation, nombre d'utilisation, durée de vie du produit. Et puis quelques données, je m'arrêterai là, mais ça fait partie de ces tendances assez fortes. Là, c'est juste des chiffres. C'est la chute des actions de parrainage assez forte. Une baisse assez forte également dans le domaine de la communication événementielle. Alors là, c'est pour les 2-3 dernières années. Et puis, alors je terminerai par ça, parce que c'est tellement évident de commencer par ça. C'est sur le Internet, parce que bien évidemment, il y a eu cette modification fondamentale de la communication des entreprises avec le digital. Dans le même temps, pour moi, les fondamentaux restent en place. Peut-être ce qu'on aperçoit, c'est d'un côté l'entreprise qui a bien investi l'ensemble du territoire digital, tout à la fois dans les différents types de réseaux sociaux, et puis sur les techniques, c'est-à-dire l'ergonomie sous forme de tablette, de smartphone, etc. Peut-être la difficulté, peut-être en ce moment, c'est pouvoir essayer d'organiser une cohérence des messages selon les réseaux sociaux. C'est-à-dire on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Mais qu'est-ce qu'on dit de différent? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme type de public différent? Peut-être ça reste encore peut-être un peu en construction. Et puis peut-être le deuxième point, quand on observe ce qui se dit sur les réseaux sociaux des entreprises, on constate que ça reste quand même énormément promotionnel et que les entreprises n'ont pas encore complètement intégré les potentialités du 2.0, à savoir la conversation et pas la promotion. C'est souvent des messages assez promotionnels, des interactions plutôt à sens unique, mais qui ne se prolongent pas par un vrai échange avec les publics. Et puis peut-être tout dernier point, qui est un point en termes d'organisation, c'est que tout ça impacte aussi l'organisation des directions de la communication des entreprises, et qu'à l'intérieur même des directions, les mouvements qu'on voit poindre, c'est un rapprochement du digital par rapport aux relations presse, c'est-à-dire qu'avant il y avait le webmaster d'un côté qui était plutôt un technicien qui intégrait la direction de la communication. En fait, il y a un département qui est en train de se mettre en place, qui est un département média,
dans lequel on trouve le média et le média traditionnel et le média online. Et puis, vraisemblablement lié à ce mouvement, c'est la création de directions de contenu, c'est-à-dire quasiment des directions de l'information. C'est-à-dire que cette séparation traditionnelle entre l'interne et l'externe, elle a sauté en éclats, et que maintenant on a une direction des contenus qui travaille en même temps pour l'interne, pour l'externe et pour l'ensemble des publics, avec une instantanéité des communications qui sont diffusées. Et là, ce qu'on a dit à l'instant, avant sur le salarié ambassadeur de l'entreprise, c'est exactement ça. C'est aussi comment jouer justement du salarié pour propager les messages. Et c'est pas en scindant les informations comme on pouvait le faire auparavant que ça pouvait donner des résultats. Voilà, donc on voit que la communication, c'est un métier assez fabuleux, parce que c'est en reconfiguration permanente. Il se passe toujours quelque chose dans le domaine de la communication. Donc s'il y a des étudiants dans la salle, vous avez choisi le bon chemin. Merci à vous. Merci bien. Il chute juste, Laurent, sur le début de votre témoignage, où vous nous expliquiez finalement comment je suis en train de passer avec tous les acteurs de l'entreprise de la com à la conversation avec mes cibles. C'est bien ça, hein, la grande mutation qu'imposent les données de masse. Alors, un commentaire sur ces deux apports, peut-être une question à l'un ou l'autre, et ensuite je donne la parole à la salle. Non, si je rebondis sur la dernière intervention, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est cette notion de perte de confiance, voire de méfiance. Et moi, j'ai une conviction forte, c'est que si on intègre dans nos plans de communication, nos stratégies de communication, nos contenus de communication, le client, et pas seulement les attentes du client, on arrivera j'espère, à inverser cette tendance, alors qui est très franco-française. Là, je rentre de Chine, j'étais en Inde il y a quelques mois, il y a une énergie, une envie, une volonté positive de participer à la création, à la vie d'une marque à travers les sports, parce que je parle d'un domaine que je connais un petit peu, qui est presque diamétralement opposé à toute l'énergie qu'on doit déployer en France pour inverser cette tendance. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi dans l'entreprise d'aller chercher toute cette énergie positive dans les divers pays que je visite pour trouver des solutions en France. Et je peux vous assurer que ça passera aussi par une réelle implication interne et de nos clients externes dans nos contenus de communication. Alors Yann, vous devez le sentir ça, parce que cette ambiance de méfiance à la marque des publics, vos clients doivent l'exprimer. Qu'est-ce que vous leur préconisez pour muter vers la confiance? Parce que j'ai l'impression que c'est un préalable indispensable avant d'aller vers ces univers conversationnels. Il y a deux choses. Il y a une première chose qui est de mettre le client au cœur de la démarche marketing, et donc d'utiliser effectivement des dispositifs pour essayer de cerner les éventuelles insatisfactions, etc., et de redonner de l'envie, de redonner de la confiance. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est tous les dispositifs autour de la relation client, du CRM, de l'écoute, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les magasins, dans les boutiques. Il faut redonner de la confiance. Je crois que par rapport à ce qui était dit, il y a surtout une perte effectivement de confiance par rapport à la pub, par rapport à l'entreprise, par rapport aux institutions, en fait. C'est vrai que c'est une perte de confiance globale. Au niveau du marketing et au niveau de la communication, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger, qu'on n'a pas encore évoqué là, qui tourne à l'utilité, à ce qu'on appelle la brand utilité. Expliquez un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la confiance, elle est partie, elle est perdue, parce qu'il y a eu beaucoup de messages publicitaires où la promesse était complètement démesurée par rapport à l'effectivité et à la réalité de l'expérience conso et de l'expérience client. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je pense que cette publicité-là, elle est finie, elle est morte. Et aujourd'hui, les marques qui réussissent, les marques qui gagnent, ce sont des marques qui apportent une véritable utilité auprès de leurs consommateurs, qui apportent du service à leurs consommateurs. Et le message publicitaire, eh bien, c'est une application smartphone, par exemple, qui permet à une assurance de faire des constats en direct, en live, de manière simple. Ça, c'est de la brand utility. Et la data, elle vient servir cette brand utility.
Donc quelque part, je pense que effectivement la communication elle est en train d'évoluer d'un aspect strictement rhétorique et où on est dans le discours pur, on est dans le message. On voit bien que ça c'est fini, ça marche plus. Voilà, il y a peut-être un message aussi pour les étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, les marques, elles ont besoin d'échanger, de dialoguer et de recréer de la proximité avec les consommateurs et les clients, et d'apporter de l'utilité, d'apporter du service qui fait que cette marque-là, aujourd'hui, c'est quoi les marques les plus... c'est Google, les directions des contenus. Voilà, c'est des marques qui apportent du contenu et qui apportent du service. Dont parle Thierry Libard. J'ajouterai oui, allez-y. Je crois aussi que le contenu doit et devra de plus en plus faciliter la vie du client. C'est-à-dire que dans la notion de service, il y a aussi la notion de facilité. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé Rends-moi la vie sympa. Voilà, on a parlé de transparence. Moi, je fais très attention. Alors je vais dire, c'est un peu cash. Hein. Je suis absolument contre la transparence. Je suis pour la sincérité. La nuance, elle est très simple. La sincérité, tout ce que je dis est vrai et vérifiable, mais je ne dis pas tout. Et la transparence, je ne dis tout. Et c'est une vue de l'esprit de demander aux entreprises d'être transparentes. Par contre, d'être sincère, c'est ce que le client attend de la marque et de l'entreprise en général. Très bien. On prend quelques minutes pour échanger avec la salle et ensuite on conclura avec vous pour respecter le temps. On a démarré, et je vote 5 minutes de jeu supplémentaire. On a démarré en retard. Alors, je vais aller donner le micro à quelqu'un que je connais. Qui est DIRCOM ici? Bon, vous avez été pas mal en ligne de mire de notre deuxième intervenant, Michel. Bonjour, oui, je peux avoir une question sur en quoi finalement le digital, ça peut nous aider à lutter contre la méfiance. Parce que cette méfiance, elle nous pourrit la vie, on le voit dans le politique, on le voit dans l'entreprise. Alors, est-ce que le digital, c'est une aide justement ? À mon sens... Vous challenge, est-ce que ça doit challenger l'annonceur, la marque pour virer vers la confiance? Ma perception, c'est oui, mais on ne doit pas attendre du digital justement sur l'établissement de la confiance. C'est-à-dire c'est un outil supplémentaire à disposition, mais le digital en lui-même ne change pas la relation des entreprises avec leur public. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir cette surestimation. Quand il y a eu les réseaux sociaux qui sont apparus en 2008-2009, on disait que les réseaux sociaux allaient supprimer la quasi-totalité des dispositifs traditionnels de communication. On s'aperçoit aujourd'hui que ça fait partie à partir du moment où c'est bien amené, mais que ce n'est pas le digital en lui-même qui apporte la solution. Il y a des problématiques qui sont de l'ordre de la méfiance. Pour le dire clairement, même si ça doit nous embêter dans notre profession de communicant, qui ne sont pas réductibles à des pratiques de communication. C'est-à-dire que si la méfiance s'est instaurée, ce n'est pas de la faute du DIRCOM. C'est aussi parce qu'on a ce spectacle un peu permanent d'entreprises qui ne peuvent pas apporter la solution, qui avaient des discours peut-être un peu trop utopiques. Voilà, si on écoutait beaucoup de responsables de communication, quand on lisait des rapports de développement durable, on est dans le monde des bisounours assez souvent. Et quand on voit en permanence les problématiques d'emploi ou d'autres, forcément, il y a un phénomène boomerang qui s'installe. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas le réseau social qui peut apporter. Là où le réseau social peut apporter, c'est justement dans cette conversation, le dialogue. Parce qu'auparavant, par les dispositifs traditionnels, on ne pouvait pas l'avoir. Là, il y a l'écoute. Il faut juste comprendre que ce qu'apporte, à mon sens, le digital, c'est justement la faculté de laisser l'autre s'exprimer. De laisser l'autre s'exprimer. Et si on peut aboutir, comme le fait Decathlon, à l'idée que ce n'est pas forcément le community manager qui sera le porte-parole officiel de l'entreprise, mais que l'ensemble des salariés retrouveront la voix de l'entreprise en étant l'ambassadeur et en dialoguant de manière la plus sincère possible, là, le digital aura montré sa plus-value et son apport potentiel. Yann, vous aviez envie de dire quelque chose? Oui, non, ça me fait penser au mot grec, le pharmakon. Je ne sais pas si vous connaissez. Le pharmakon, c'est à la fois le poison et le remède. Et le digital, c'est à la fois le poison, parce que c'est quelque part le digital qui introduit aussi de la méfiance, avec les avis de consommateurs, etc., où il y a des choses, il y a beaucoup d'avis aujourd'hui qui sont faux. Enfin, regardez ce qui s'est passé sur TripAdvisor, qui introduit donc de la défiance. Et en même temps, c'est vrai que ça peut être le remède, ce qui peut apporter de la confiance à partir du moment où on l'utilise
de manière adéquate. Et alors effectivement, je crois beaucoup à tout ce qui tourne autour de la mise en place de dispositifs d'ambassadeurs, que ce soit via l'ensemble des salariés ou alors via ce que je disais tout à l'heure sur les clients. Là, on est en train de travailler avec Danone. Donc Danone, Danone produit Frais France. Donc c'est une marque, donc c'est les yaourts. C'est une marque qui est très attaquée. Hein. Il y a eu beaucoup de reportages sur différentes chaînes télé où on expliquait que les yaourts, eh bien voilà, c'était pas si bon que ça en définitive pour la santé. Ça pouvait effectivement être une des causes de l'obésité. Et aujourd'hui, on travaille avec Danone sur le fait de monter effectivement un dispositif qui va permettre d'identifier au sein de la base de données de Danone-vous, donc Danone-vous, c'est 4 millions de consommateurs, hein, et bien d'identifier à l'intérieur de cette base de données entre 500 et 1000 personnes qui sont à la fois plutôt fans de la marque, qui interagissent énormément avec la marque, pas seulement des bons consommateurs, mais ils interagissent et ils sont engagés dans la marque et qui sont en même temps influents sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là, on va les identifier, on les animer d'une manière particulière, ils auront accès à des interlocuteurs chez Danone, dans chacun des services de Danone, donc c'est au niveau de la nutrition, au niveau de la R&D, au niveau des valeurs sociétales de Danone, au niveau du développement durable, etc. etc. Et ils pourront utiliser et interagir avec ces gens-là, et bien quelque part pour défendre la marque lorsqu'elle est attaquée, pour montrer que Danone, c'est une marque qui n'est pas forcément transparente, mais qui est sincère et qui veut engager, voilà, et qui va avoir un dialogue important et engagé avec ses consommateurs pour recréer, pour redonner de la confiance. Et le fait que Danone, qui est, alors je ne sais plus combien ils sont au niveau de la liste, une des marques préférées des Français, peut-être devant Decathlon, je ne sais pas. Oh. En tout cas, c'est une des marques préférées effectivement des Français. Et le fait de mettre en place ce type de démarche, je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, à partir du moment où l'idée, c'est bien d'avoir de l'authenticité, c'est pas de bluffer les consommateurs, parce que les consommateurs, aujourd'hui, ils le sauront très vite, ils vont s'en apercevoir et du coup, ça fait un bad buzz. Laurent ? Oui. Je voulais aller dans ce sens-là avec un autre exemple, alors qui est diamétralement opposé. Nous, on est en train de tester à travers certaines de nos marques, notamment Quechua, on contacte nos plus gros détracteurs, c'est-à-dire ceux qui ont mis les avis les plus virulents, on les contacte personnellement, le chef de produit concerné les contacte, et on les rencontre, parce que comme je dis toujours, dans chaque détracteur sommeille un ambassadeur, et c'est aussi une forme de sincérité, c'est de dire on vous a entendu, ils viennent carrément participer à l'évolution des produits, on leur ouvre les coulisses. Aujourd'hui, notre nouveau directeur général a une image très, très simple. Il dit « Moi, je veux que dans tous nos magasins, on voit aussi la cuisine. » Donc, on n'a rien à cacher. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un magasin, voir ce qui se passe dans les coulisses, et regardez aujourd'hui dans les restaurants, on voit de plus en plus les cuisines. Donc, c'est bien aussi une forme de sincérité. On n'a rien, entre guillemets, à vous cacher. Et on va plus loin. Vous nous avez critiqué, on l'entend. Eh bien, on va vous impliquer, d'abord pour que vous compreniez pourquoi ça n'allait pas, parce que c'est aussi important d'éduquer les consommateurs. Et le digital, pour reprendre la question, le permet très bien, si c'est bien fait. Mais la source, c'est bien d'avoir un contenu de qualité. Et puis derrière, le client, on ne le force pas à devenir ambassadeur. Là, je vais être très clair, on n'est pas dans une logique où on achète nos détracteurs pour en faire des ambassadeurs. Mais il se trouve qu'au regard des quelques actions qu'on a pu mener, le taux de conversion, il va dépasser les 50%. Tiens, les vendeurs, puisqu'ils sont intermédiaires et parlent de la marque, ils ont des éléments de langage chez vous? Ou alors ils racontent leur histoire? Alors, on commence à les guider, mais moi je souhaite que dans cette logique de sincérité, un vendeur, il parle aussi avec ses mots. Alors évidemment, il y a toujours des limites. Moi, je forme dans le monde entier sur les réponses aux avis clients. Le premier critère, c'est la qualité de l'orthographe, parce qu'en découle aussi votre réputation. Quand vous êtes une marque, vous n'avez pas le droit de faire de fautes. Et les gens de notre génération sont heureux de savoir que le digital a remis en lumière la qualité de la langue. On se moque assez de moi chez Decathlon en m'appelant Maître Capello, mais moi je suis un psychopathe des mots au service des mots. Donc MAUX, MOTS. Et je peux vous assurer que je corrige régulièrement des réponses aux avis clients. On m'envoie des mails pour que je les corrige. C'est pas grave, je le fais, parce qu'au moins il y a eu une vraie prise de conscience que le contenu est devenu notre première valeur. Et vous mettez 5 € dans le Norin. Éventuellement. Les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Il faut comprendre. Alors, oui, monsieur.
Bonjour, je vais vous poser la question que j'ai posée à la salle quand j'étais à votre place tout à l'heure en début d'après-midi. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui on peut passer sur du omnicanal, du cross-canal, a fortiori avec du conversationnel vis-à-vis des clients, quand en interne on est sur du monocanal, par email, par téléphone et a fortiori avec des contenus qui sont très peu accessibles, partagés, puisqu'ils sont dans les différents silos que tout le monde a dénoncés depuis ce matin? Merci. C'est pour moi, j'imagine. Moi, Non, mais on est clairement... il dit que vous êtes un modèle en la matière. Non, mais on est en train de casser complètement les silos en interne, et notamment à travers moi, c'est ce que j'appelle l'informel au service du formel. Moi, je me bats pour la réduction des mails. Alors oui, il y aura toujours des irréductibles gaulois qui seront rassurés parce qu'ils auront envoyé 80 mails dans la journée. On est vraiment sur du moins mais mieux. Dans nos projets, on essaie d'intégrer maintenant une notion multi-compétences. Là, l'entreprise est en train de vivre une vraie révolution structurelle interne, où quand on dit « employees first », ce n'est pas toujours facile à mettre en place. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais dans notre façon de travailler aujourd'hui. Alors on aura toujours, moi je challenge suffisamment mes amis de l'IT, les experts des comptes rendus et des tableaux Excel à 250 lignes, 300 colonnes. On en aura toujours, mais c'est aussi chaque employé aujourd'hui a le droit d'intégrer un projet, d'en sortir, s'il estime que ce n'est pas son projet, qu'il n'y apportera pas quelque chose. Et moi j'ai un grand principe directeur, ce qui est bon pour l'individu sera bon pour l'entreprise. Après, je ne vous dis pas qu'on arrive à l'appliquer tous les jours. On est un peu plus de 65 000, mais on essaie, chacun dans son périmètre, de faire évoluer ces outils très, si je suis un peu dur, très castrateurs par moment, générateurs de stress. Alors, moi, je ne me suis pas trop reconnu dans les indicateurs de stress ou de manque d'implication dans l'entreprise. On fait partie aujourd'hui des entreprises où il fait bon vivre. Les salariés, on aime cette entreprise. On reste. Moi, j'y étais il y a 20 ans, j'y suis revenu il y a 3 ans et demi. Et uniquement pour des raisons humaines. Parce que j'ai connu d'autres entreprises où le stress était présent, où c'était parfois très dur, et pourtant des entreprises passionnantes dans l'univers des médias, du sport, du pari sportif. Mais je suis revenu chez Decathlon, qui s'appelait Oxylane il y a encore quelques années, pour l'aspect humain. Mmh. Et ce changement humain, on le vit tous ensemble. Ça se passe plutôt pas trop mal jusqu'à présent. Yann, vos clients vous demandent... Est-ce que vous sentez de l'empressement à comprendre les enjeux des données de masse et travailler sur des plans d'action, ou alors c'est encore un truc on ne comprend pas bien et on va attendre un peu? Ça dépend de la maturité des entreprises. Je crois qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui se posent vraiment des questions par rapport à l'intérêt des données, l'intérêt de la big data, comment gérer tout ça. Il y a des entreprises qui n'en sont pas encore là. Dans tous les cas, aujourd'hui, le gros problème, il est un peu dans ce que vous disiez, il est dans les silos, il est dans le fait qu'aujourd'hui, la data, elle est à droite et à gauche. Il y a des bases de données dans tous les sens. Le gros problème aujourd'hui, c'est déjà de mettre en place des bases de données qui vont concaténer l'ensemble des informations disponibles dans l'entreprise pour avoir une vision unique du client. Cette vision unique du client, il y a très peu d'entreprises en France qui l'ont aujourd'hui. Ils ont peut-être un programme de fidélité d'un côté, ils ont un système de caisse qui recueille de la donnée de l'autre, ils ont un site de e-commerce qui recueille de la donnée également, ils ont 2-3 newsletters à droite et à gauche, tout ça avec ensuite un call center qui utilise encore un autre dispositif, ce qui fait que la vision du client, elle est complètement fragmentée. C'est un vrai problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les consommateurs, ils voient une marque, ils voient Decathlon, ils voient Leroy Merlin, ils s'adressent à l'enseigne, ils s'en foutent de savoir à qui ils s'adressent. Il veut être reconnu, il désire quelque part qu'il y ait une homogénéité dans l'historique de la relation qu'il peut avoir avec la marque, quel que soit le canal qu'il va utiliser. Donc aujourd'hui, le gros sujet, avant même de parler de big data pour la plupart des entreprises, et notamment les retailers, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique, c'est-à-dire une base de données qui va concaténer l'ensemble effectivement des informations sur les clients au sein d'une seule et même base pour pouvoir ensuite l'exploiter. Vous aimez bien le mot concaténer, hein? Oui. Allez, dernière question, la dernière, je vous promets. Ah non, alors une avant-dernière. Vous. Oui, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. Je pense que véritablement aujourd'hui,
dans l'évolution des métiers au sein d'une entreprise, c'est vrai qu'il y a une réorganisation volontaire ou pas qui se fait avec un changement de chacun des métiers de l'entreprise, avec une appropriation par tous des objectifs de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où tous les salariés, quel que soit leur métier de base, en fait, sont des communicants de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très, très important à intégrer dans les métiers de direction de communication. Et la communication interne et la communication externe, à ce niveau-là, se rejoignent absolument. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais préciser. Merci. Oh ouais, hein. Juste Maxime, il y a encore quelqu'un qui veut parler. Hein. Je peux encore prendre une minute et après c'est tout. Promis. De mon côté, je suis désolé, mais j'ai... Non, allez-y, allez-y. Ok, merci à tous. De mon côté, je suis juste obligé de... Ah, vous devez Merci. partir, vous? D'accord. Eh bien, merci à vous. Hein. Je vous en prie. Bon, ah, c'était pour lui? Eh bien, tant pis pour vous, madame. Voilà. Yann, ce sera quoi le titre de votre bouquin dans 10 ans? Peut-être pour rebondir sur la remarque de madame, la préface de mon livre a été faite par Damien Delplanque, qui travaille chez ADO. Leroy Merlin, qui m'a expliqué un jour, je pense que j'en parle dans le bouquin, oui, qu'à un moment il avait imaginé fusionner les RH et le marketing et la communication. Parce que pour lui, le premier support effectivement de communication et de conversation d'une enseigne, c'est les vendeurs. Moi, je pense qu'il y a un vrai défi là pour les entreprises, effectivement, à travailler cette symétrie des attentions, comme ils disent chez Leroy Merlin, entre d'un côté les collaborateurs et de l'autre les clients, et de comprendre qu'effectivement un collaborateur épanoui, c'est un support de communication absolument extraordinaire pour l'image et pour la notoriété, ou du coup aussi d'une entreprise. Donc il serait peut-être un bouquin autour de ces sujets-là. Où là on expose complètement les silos et on est dans une demande et qui répond aussi à la question de la confiance. On est effectivement dans une problématique transversale et qui transcende les problématiques classiques de la communication. Merci beaucoup. Alors merci à tous les trois. Et on peut vous applaudir et merci à vous pour votre attention. Et bonne soirée. Merci.